en fait, cette table ronde, le sujet, c'est vraiment tout ce qui est hybridation des talents IA et des talents cyber, sachant que on voit que ça fait quand même des années que l'intelligence artificielle a déjà commencé à avoir une forte présence dans les sujets cyber, et en même temps, on voit que sur quand même beaucoup de choses, on en a un peu au début. Donc, une des questions qu'on se posait, c'était comment on réussit cette hybridation entre à la fois les talents cyber et les talents IA. On voit qu'il y a une vraie pénurie en fait de doubles talents. On a des super talents dans l'un et dans l'autre, mais les doubles talents, il y en a beaucoup moins. Et du coup, avec moi pour adresser cette question, j'ai 4 super intervenants. Donc, je vais commencer juste à ma droite. En fait, j'ai Thomas Filot, qui est le CISO de Miracle. Ensuite, Vincent Marais, qui est Associate Partner, Head of Cyber Security, Data Protection and Trusted AI Practice chez KPMG. Et puis, Francis Ofungu, de CISO GitLab. So, welcome Francis. Francis parlera en anglais, en fait, et donc on alternera français-anglais. We will both speak French and English, and we really thank you for joining us. Et puis Lénigue Pédron qui va nous rejoindre. Donc peut-être que je la représenterai quand elle arrivera. Donc Lénigue qui est la CEO de Trust Valley à l'EPFL, donc à Lausanne, et de l'Innovation Park. Donc quand Lénigue arrivera par politesse, je la représenterai. On va peut-être attendre quelques instants. J'ai gagné du temps en introduisant. Et puis, peut-être qu'on pourrait faire ça, c'est vrai. Tiens, c'est une bonne idée. Merci Thomas. Peut-être, en attendant l'énigme, je vous donne quelques instants à chacun pour vous présenter. What I was saying, Francis, is since we wait for l'énigme, maybe I will give each of you 1 minute to introduce yourself and what your role is. Maybe we can start with you. Sure. Welcome. Good morning. My name is Francis Ofungu. I am the Global Field CISO at GitLab. Been at GitLab now for over 2 years and lead the field security practice to help customers understand how to manage the complexity of software security within their development lifecycle. Part of my role is to meet with other CISOs as a former CISO and share some good stories and bad stories of things that we see in the field, but also help them strategically to understand the complexity that things like automation and artificial intelligence brings to their software development lifecycle and help them manage that complexity. So glad to be here. Thanks. Big thank you. Maybe Vincent? Bonjour à toutes et à tous. Donc Vincent Marais, je suis en effet associé KPMG, je m'occupe des ops cybersécurité, protection des données personnelles et ce qu'on appelle en bon français Trusted AI ou IA de confiance. 30 ans d'expérience, j'ai jamais eu le courage d'être CISO, toujours du côté conseil. Avec des époques de ma vie plutôt techniques, style un test d'intrusion notamment. Et il se trouve que j'ai un petit peu potassé le sujet des relations entre la cyber et l'IA, parce que j'ai écrit un bouquin là, qui est paru l'année dernière sur les risques dans les technologies émergentes, quantiques, IoT, blockchain et IA. Et j'ai notamment exploré et vu la différence et en même temps les similarités qu'il y a entre les sujets cyber classiques, on va dire, et puis les sujets des risques liés aux IA. Merci. Du coup, bienvenue Lénigue. On a commencé rapidement à introduire la table ronde et puis du coup on en profitait en t'attendant pour que chacun se présente. Donc si tu veux, du coup je commence par Lénigue, si tu veux te présenter très rapidement en fait, dire ce que tu fais, puis ensuite on passera à Thomas et puis on démarrera la table ronde. Très bien. Bonjour à toutes et à tous.
Je suis ravie déjà d'être avec vous. Je suis Lénique Pédron, je suis la directrice de la Trust Valley, qui est un partenariat public-privé en Suisse, qui officie à un niveau international, donc dans tout ce qui est confiance numérique et cybersécurité. Et puis, je suis aussi présidente et fondatrice d'une ONG dans le même domaine, avec aujourd'hui une centaine de personnes, un réseau international. J'en parle parce que on a beaucoup de hackers. Donc mon CTO, mon cofondateur, est notamment un célèbre, bien connu dans la communauté. Je travaille sur beaucoup d'actions, donc pas uniquement cyber, toute la partie AI générative, puisqu'on est basé notamment à l'EPFL, l'École Polytechnique de Lausanne. Et puis on s'intéresse de plus en plus, depuis environ 2 ans et demi, 3 ans, à tous les développements, la use case au niveau quantique. Merci beaucoup. Et donc Thomas. Très rapidement, du coup je dirige l'équipe de sécurité chez Miracle. Si vous ne connaissez pas, on fait un logiciel qui permet de faire des marketplaces. C'est-à-dire en gros on permet à nos clients d'essayer d'entrer en compétition contre Amazon par exemple, dans le domaine du e-commerce. Beaucoup de clients dans le e-commerce. C'est une société française qui a une dizaine d'années et qui est ce qu'on appelle digital native, hein, né dans le cloud et né dans la data. Et puis j'ai officié auparavant à la NSSI, donc un background en sécurité assez vaste. Merci Thomas. Et puis oui, on pourrait ajouter aussi que Miracle, c'est quand même une belle success story française. Peut-être, du coup, on va démarrer. Peut-être si une question que je voulais vous poser à tous pour commencer. Déjà, quelle utilisation, puisque on va se questionner sur la pénurie de talents à la fois IA et cyber, et comment on fait pour hybrider ces compétences. Mais déjà, pour commencer, toi, tu vois quoi comme utilisation de l'IA classique, on va dire, ou générative dans le domaine de la cyber? Alors, déjà plus largement, moi, mon patron, quand ChatGPT est devenu à la mode, hein, donc c'est Philippe Corot, le fondateur de Miracle, il est connu pour prendre des décisions assez rapidement. Il est arrivé au bureau, il a envoyé un mail à tous les salariés et il a dit: si vous passez pas 1 heure par jour à comprendre ce que l'IA va transformer dans votre activité, bah, je vais vous virer, et puis de toute façon, vous serez un jour ou l'autre dépassé par des gens qui sauront faire. Et donc chez Miracle, quel que soit son métier, qu'on soit au légal, à la sécurité ou au sales, on doit faire de l'IA pour comprendre comment ça marche cet objet. Alors chez Miracle, on a une grosse équipe de data, donc on a des gens qui utilisent de l'IA dans nos produits depuis très longtemps, pas de l'IA générative, mais plutôt des techniques de machine learning plus anciennes. Et c'est vrai que du coup, nous, dans la sécurité, on a 2 rôles, c'est d'accompagner tous ceux qui utilisent de l'IA parfois sans faire très attention aux risques. Donc ça, c'est un sujet, mais encore une fois, il faut aussi s'en servir nous pour transformer nos métiers. Et clairement, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai la moitié de mes analystes qui, je pense, gagnent au moins 20% de leur temps sur des tâches qui sont très répétitives et que les IA font particulièrement bien. Donc, même des équipes très techniques, hein, aujourd'hui, on a des gens qui font de la red team ou des pen tests. On arrive à aller gagner du temps parce qu'il y a des choses que les IA font clairement beaucoup plus vite que les humains, et ce qui leur permet de se concentrer sur la valeur ajoutée, leur savoir spécifique en cybersécurité. Merci. Peut-être Lénique, si tu veux nous répondre aussi sur ce sujet-là, cette même question en fait. Qu'est-ce que tu vois comme exemple déjà aujourd'hui d'utilisation de l'IA dans le domaine de la cybersécurité? Je dirais que l'IA est utilisée déjà depuis pas mal d'années, que ce soit du côté du white hat, mais aussi dans pas mal de domaines, et aussi par les cybercriminels. Par contre, il y a pas mal peut-être de légendes sur le sujet où on pense que tout est automatisé, etc. Bon, cela dit, les dernières études qu'on voit, en tout cas, c'est aujourd'hui qu'on voit des outils complètement automatisés, en fait. Une IA qui est capable d'aller pirater elle-même, se poser les bonnes questions sur les vulnérabilités et puis faire tout le travail global. Donc les études disent aujourd'hui que le travail notamment du pentester va beaucoup changer. Et puis c'est déjà le cas. Donc beaucoup de cas d'utilisation. Je travaille énormément avec les startups également. Donc on a beaucoup de startups qui couplent cyber et soit machine learning, soit Gen AI, etc. Ça va très très vite. Je pense qu'en 1 an et demi, le paysage a vraiment changé.
On a à peu près, on a un portfolio de 150 startups actuellement, qui ont levé à peu près 350-400 millions. C'est vrai qu'on a un pourcentage de plus en plus élevé sur la GenAI parce qu'il y a le côté aussi un petit peu hype, mais c'est vraiment des outils qui marchent. Juste par curiosité, tu as une start-up, par exemple, préférée sur le sujet, ou en tout cas qui fait quelque chose qui te semble particulièrement intéressant? Comme ça, on regardera. Alors j'ai une start-up qui m'est très utile au quotidien. Là, c'est peut-être pas, bon, ça couple pas forcément uniquement la cyber, mais plutôt la confiance, qui s'appelle Seasky. C'est une spin-off de l'EPFL, donc l'école polytechnique de Lausanne. Et puis ils ont décidé en fait, c'est des chercheurs de l'EPFL à la base, et puis ils sont en train de spin-offer. Et ça nous sert en fait à faire beaucoup de choses. Notamment, on a une smart room dans laquelle, donc en toute confidentialité, on peut travailler avec l'AI et qui nous aide, qui reconnaît nos voix et puis qui nous permet en fait de générer des minutes, des procès-verbaux, etc. D'une façon assez incroyable. Et en fait, ça nous fait gagner un temps en efficacité qui est juste génial. Pourquoi est-ce que c'est lié au trust? Simplement parce que c'est on-premise, au niveau confidentialité de l'information, c'est incroyable, et ils ont même pris en compte toute la partie développement durable. Donc dans le concept à la base, ils ont déjà pivoté une fois et demie, on va dire, mais c'est typiquement le genre de projet qui est en train de se coupler avec un autre projet dans le chiffrement. Donc c'est ce qu'on fait énormément de peer-to-peer. Donc typiquement, on voit que des projets de chiffrement sont en train de se coupler avec des projets de GenAI. Voilà, c'est à ça que je pense. Merci. So Francis, some questions for you. Which usage of AI do you see in cyber, and maybe do you see things to accelerate it? So at GitLab, we make the distinction between code generation, or just coding, and software development. We believe that software development is more complex and involves a number of different steps to get to from your idea to actually releasing code. And over the years, what we've seen is that complexity with software development has gotten quite unruly to manage, meaning you have different automation tools, you have different stakeholders, you have different feedback loops, and try to get all those things together can be a fairly ungoverned sprawl, as I say. And what we try to think of when we think of artificial intelligence, cybersecurity, and software development is how do we make that ungoverned sprawl easier to manage? Because what happens after there's a cybersecurity incident is people start asking questions like, what does that code do? Or what does that package do? Or what does that specific function do? And this just adds more time to the incident management lifecycle. So it takes a really long time to solve the incident. And what we're seeing with either regulations at the country level or at the continent level with things like NIS2 and DORA, or in the States we have NIST cybersecurity frameworks, is we need to reduce the time to resolution for all these software events. And artificial intelligence can actually help us expand the number of people that we have to help us remediate some of these events by giving developers things that can help them explain the code faster, by giving them real-time feedback loops around vulnerabilities that have been introduced into the code in real time, not during a pen test or as a scan afterwards. You're essentially getting more ways to improve your security posture and reduce your attack surface with semi or near real-time feedback loops that are driven by artificial intelligence. Thanks. Maybe peut-être une question pour toi, Vincent. Donc on voit que à la fois il y a une pénurie de talent, de double talent, mais qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font. Et du coup, ma question, c'était aussi, mais est-ce qu'on peut faire autant confiance à des solutions qui ont été développées avec de l'IA Inside qu'à des solutions cyber qui sont développées sans IA finalement? Pourquoi on a autant besoin si... Ouais, en fait, quand on réfléchit à IA et cyber, on peut voir l'IA comme un outil pour l'attaquant, on l'a évoqué.
capable de faire des attaques relativement automatisées, capable aussi de concilier la personnalisation et la masse, notamment pour le phishing. On peut voir l'IA comme un outil, une solution, un bouclier. Donc on a parlé des IA qui permettent de faire gagner du temps aux analystes dans les SOC. Il y a aussi des produits de détection de malware qui sont basés sur l'IA. Et puis, il ne faut pas oublier que l'IA peut aussi être une cible. Il y a des spécificités technologiques liées à l'apprentissage à partir des données, notamment à l'aspect probabiliste des IA basés sur des réseaux de neurones, qui font que il y a des nouveaux types d'attaques. L'empoisonnement des données, les attaques adversariales par exemple. Et puis il y a aussi des faiblesses intrinsèques, par exemple le manque d'explicabilité, les biais qui peuvent poser des problèmes même s'il n'y a pas un acteur malveillant qui essaye de les exploiter. Donc je pense que bien entendu il faut explorer, il faut regarder, il faut ne pas hésiter à expérimenter et à se diriger vers des outils basés sur l'IA qui seront notamment nécessaires pour contrer des IA malveillantes, mais toujours avec ce triptyque cible, bouclier et attaquant, bien se douter que si un attaquant, IA ou pas d'ailleurs, se retrouve face à une IA défenseuse, je ne sais pas comment on dit, eh bien, l'attaquant pourra avoir la tentation d'exploiter des vulnérabilités liées aux technologies sous-jacentes. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, et même depuis des années, sur les outils anti-spam, qui sont des outils, certains de ces outils sont basés sur de l'apprentissage par rapport à des modèles d'emails de type spam, et il y a déjà eu des tentatives documentées de contourner ces dispositifs avec de l'empoisonnement de données, par exemple, ou des attaques de type adversarial. Du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, Thomas, par exemple, chez vous, en fait, comment vous évaluez les risques spécifiques qui sont liés à l'utilisation de l'IA sur des sujets cyber? Alors, chez nous, alors déjà en général, donc j'appartiens à une association qui s'appelle le Césin, qui regroupe un certain nombre de RSSI en France, et qui a publié un baromètre que je vous invite à consulter parce que ça montre un peu les tendances de ce que pensent les RSSI de ce qui se passe, et notamment sur ce sujet. Alors déjà, enfin moi c'est ma vieille habitude, les RSSI ils ont peur des nouvelles choses. On n'aime pas trop ça. Ils ont peur du cloud, ils ont peur du DevOps et alors de l'AI. Pourquoi ils ont peur? Parce que souvent ce sont des objets qu'ils comprennent pas, et puis parce que ça les oblige à changer leur posture. Et du coup, dans ce même baromètre du Césin, vous trouverez que je crois 52% des RSSI pensent que leur principal challenge va être la transformation des méthodes d'action de leur entreprise. Mais il y en a cependant que je crois 15% qui ont intégré l'AI dans leur stratégie de cybersécurité, par exemple. Ce qui me semble personnellement assez délirant. Nous, on a évidemment tout de suite intégré l'AI. Comme je vous l'ai dit, notre CEO, il nous a pas laissé le choix, donc on n'a absolument pas cherché à la bloquer ou à en empêcher l'usage. On va accompagner. C'est vrai qu'il y a des nouveaux risques, mais finalement les risques en cybersécurité, c'est à peu près toujours les mêmes. Ça va être soit une perte de confidentialité des données, soit un problème d'intégrité. Il y a aussi la disponibilité, mais c'est moins un sujet pour l'IA. Donc en effet, on va vouloir des données qui sont justes, et ça, on peut pas toujours faire confiance aux IA. Il faut prendre le pas de recul pour se dire, faut bien vérifier quand même que ce qui est sorti de cette machine, c'est bien ce que moi je veux. Il y a eu une anecdote amusante. Je crois que c'est Air Canada. Il y a un chatbot qui a répondu à un client, oui, vous pouvez avoir le billet à 10 €. Et Air Canada a dit, non, désolé, c'est pas nous, c'est l'IA. Et la justice du Canada leur a dit, si, c'est votre IA sur votre site. C'est comme si c'est vous qui aviez parlé. Donc on doit absolument prendre ce pas de recul. Et concernant la confidentialité, c'est peut-être le plus problématique. Alors, je crois que j'ai vu des slides hier.
Je crois que OpenAI a mis moins de 2 mois à atteindre les 100 millions d'utilisateurs, ce qui est absolument sidérant. Et comme à chaque fois qu'une nouvelle technologie est adoptée massivement, les gens ils font un peu n'importe quoi. Pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'ils ont envie de tester. Et avec les IA génératives, ce qu'on a envie de faire, c'est de leur donner beaucoup de données, parce que c'est comme ça qu'elles marchent bien. Et donc dans les entreprises, moi c'est le cas dans la mienne, on va brancher les IA sur les data platforms. On utilise des outils comme Dust qui vont carrément maintenant fédérer toutes les données de l'entreprise d'un côté et tous les moteurs de LLM de l'autre. Puis on fait des beaux mix et on est absolument certain que quelqu'un qui va vouloir accéder et demander à un chatbot la donnée, elle va finir par lui donner. Donc nous, notre rôle là-dedans, c'est de bien mettre les garde-fous pour s'assurer que on va vraiment limiter quelles données on met dans ces outils, parce que ça c'est sûr, on est sûr et certain qu'un chatbot qui a accès en arrière-plan à des données, même si elles sont d'entraînement, même s'il les connaît pas, il va y avoir des moyens de les détourner. Et un moyen qu'on fait, c'est on fait du Red Team AI maintenant, c'est-à-dire qu'on va avoir des équipes, il y a même des entreprises spécialisées, il y en a une, le nom est amusant, c'est pas des Français, ils ont appelé leur boîte Giscard, c'est dommage pour eux, mais vous pouvez aller les voir. C'est des Français? Ils ont fait vraiment ce nom Du coup, je me suis dit, ce nom va peut-être pas marcher en France. C'est des Français et je crois qu'ils ont un stand d'ailleurs. Ils sont là. Croisés, ouais. Je croyais, en tout cas, la personne que j'ai vue était italienne, alors je me suis dit peut-être qui sait pas qui c'est. Mais en tout cas, on va maintenant, on va tester, c'est-à-dire qu'on va donner, un peu comme on fait dans la sécurité, c'est-à-dire qu'on va se placer du point de vue de l'attaquant et on va se dire. Qu'est-ce que je ferais pour faire dérailler le modèle et lui faire donner? Et dans tout ce qu'on a pu tester, on sait que on va réussir à récupérer de la donnée d'entraînement. Donc c'est très important que les RSSI comprennent et accompagnent les utilisateurs dans le fait que de la donnée qu'on donne à des IA, selon les modèles, elle peut devenir complètement publique ou au moins accessible largement dans les entreprises. Et donc il faut vraiment prendre ce risque à la racine. Et du coup, si on parle compétences, trouver les bonnes ressources, peut-être former aussi ces équipes, j'avais une question pour chacun de vous, en fait, comment vous trouvez les talents ou comment vous formez en interne? Peut-être Vincent, par exemple, parce que c'est plus compliqué, par exemple, de former un expert cyber à l'IA qu'un autre expert. Comment vous faites chez vous? Ouais, c'est vraiment la question actuelle, parce que vous avez toute une filière de cybersécurité avec des gens qui sont formés, des gens qui sont dans les entreprises, qui prennent de l'expérience, mais sur des sujets que j'appelle classiques, de cybersécurité classique, de malware, de contrôle d'accès, etc. Et puis vous avez des projets de développement d'IA, des use cases, et portés par des gens très brillants qui connaissent très bien les technologies sous-jacentes, la discipline. Et c'est des choses, ce sont des disciplines de très haut niveau, où il faut passer beaucoup d'années d'études et de recherche, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des gens qui combine les deux, c'est-à-dire qu'il y a un sous-jacent technologique qui, de mon point de vue, doit être maîtrisé à un certain niveau pour pouvoir comprendre les risques et pour pouvoir comprendre comment on peut les maîtriser, tout en n'interdisant pas tout et en ne bridant pas trop l'innovation et les performances des IA. Et donc c'est un peu ce que j'ai découvert en lisant mon livre, c'est qu'il y a des moments où je dis waouh, c'est quand même très différent de ce que je fais depuis 25 ans. Il y a un aspect probabiliste là où on était déterministe, et donc je pense qu'il y a un enjeu. Alors, qui va se régler petit à petit, parce que les technologies liées aux IA, au deep learning, sont intégrées de plus en plus dans les parcours des ingénieurs informatiques, en computer science, etc. Donc, ce sont des ressources qui vont arriver petit à petit dans les entreprises. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu pour les gens qui sont dans les entreprises depuis 5-10 ans, de trouver le temps pour aller acquérir j'allais dire la culture, mais justement, à mon avis, c'est un peu plus que la culture. C'est le corpus de connaissances et de compréhension qui permet, sur
les technologies liées aux IA, qui permet de comprendre comment ça fonctionne, comment ça se construit, comment ça se développe, comment ça s'utilise, pour ensuite comprendre, maîtriser, autant que faire se peut, les vulnérabilités intrinsèques liées aux caractéristiques, pour ensuite maîtriser les typologies d'attaque et pour ensuite maîtriser, autant que faire se peut, les mécanismes, les process que l'on peut mettre en place pour maîtriser les risques liés à ces IA. Je pense que c'est pas quelque chose qui se fait en un e-learning de 2 heures. Hein. C'est certainement quelque chose qui nécessite un investissement beaucoup plus lourd de jours, de semaines. Et je pense que forcément, il va falloir dans les entreprises, dans les équipes cybersécurité, faire des choix et peut-être prendre des gens qui ont déjà un intérêt déjà, hein, une appétence pour investir le temps nécessaire pour les faire monter en compétence sur ces sujets et pour ensuite avoir cette double compétence et qui ensuite infusera dans le reste de l'équipe. Si tu devais donner un peu justement pour partager avec l'auditoire, tu dirais que vos experts cyber, grosso modo, ils passent combien d'heures ou de jours par mois pour se former sur ces sujets-là? C'est juste pour avoir des benchmarks, en fait. Je sais, elle est compliquée, ma question. En fait, le problème, c'est qu'ils doivent se former, pas que sur l'IA, parce que le reste continue. Le reste continue avec des nouvelles, sur d'autres technologies, sur l'IoT, sur le quantique, sur la blockchain. Et donc, nous, nos experts techniques, la métrique qu'on essaye de mettre en place, c'est 20% de leur temps sur de la R&D, ce qui n'est pas toujours simple. Il n'y a pas que l'IA. Il y a beaucoup d'IA. Enfin, l'IA est un sujet fondamental, mais tous les autres problèmes ne sont pas réglés. Donc, il faut continuer à les traiter. C'est clair. Merci, en tout cas, c'est super précis. Et toi, Lénique, du coup, est-ce que toi, tu croises beaucoup de jeunes aussi à l'EPFL. Est-ce que tu vois arriver une nouvelle génération totalement IA cyber compatible et comment tu vois l'évolution sur les nouveaux experts qui arrivent? Alors une génération qui, c'est clair, a déjà intègre, je dirais, toutes les technologies émergentes. Selon une étude en fait qui a été faite sur 1000 hackers White Hat, on sait que 55% estiment que l'IA sera meilleure que le hacker moyen d'ici 5 ans. Et c'est vrai que il n'y a pas que sur les jeunes générations, hein, je dirais aussi les seniors qui forment aussi les jeunes, qu'ils soient en études, en master, en bachelor, ou alors qu'ils aient appris tout seuls, puisqu'il y en a encore beaucoup. On sait que la priorité d'utilisation de l'IA, la première fonction de l'IA aujourd'hui dans la cyber, c'est pour automatiser les tâches aussi. Donc il y a vraiment un développement qui effectivement utilise tous ces outils. Comme on sait aujourd'hui que dans les dernières recherches, l'IA est capable comme je le disais, de pentester seul, d'aller chercher, c'est des études, des tests qui sont faits. Donc d'ici quelques temps, on va pouvoir aussi utiliser ça de manière différente. Je pense que la qualité du travail va aussi augmenter. En revanche, ce que relève cette communauté de hackers, c'est que finalement la créativité restera quand même celle qui sera mise aussi dans les algos. C'est-à-dire que il faudra toujours cette créativité humaine et que globalement l'IA va permettre de développer, de nous rendre, avoir un humain augmenté. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des jeunes qui vont se diriger sur la cyber, sur des masters et autres, mais qui vont coupler des semestres avec des parties IA et autres. On travaille aussi pas mal tout ce qui est quantum parce qu'on a le CERN à Genève. Et le travail se fait aussi sur cette partie-là. C'est un développement que je vois, c'est que aujourd'hui toute la partie quantique est pas mature, mais il y a déjà des algos qui tournent. Et c'est ce couplage en se disant, est-ce que les algos finalement du quantique qui sont pas encore matures, quand on va arriver à un point d'inflexion, comment ça va se passer entre ces technologies-là? On a pas mal d'étudiants, de personnes en thèse aussi qui réfléchissent au sujet. And you, Francis, how do you manage both recruitment, training to get the right people on board? Yeah, so training is a very important concept for us, and I feel
part of the challenge that we have, and we've always had in cybersecurity, is that cybersecurity teams and personas feel they can do it all. And we're just not equipped or resourced to have data science knowledge, have software engineering knowledge, have infrastructure knowledge. So not only do we need to train cybersecurity professionals on how to create or govern trustworthy AI, we have to also train the other stakeholders involved in development of our AI systems on how to manage data securely, how to meet the privacy obligations of the data that they're using, because all those stakeholders have a role to play in developing trustworthy AI. And when we talk about this sort of unicorn or this hybridized version of cybersecurity and artificial intelligence, I think it's important to note that the number one challenge that CEOs and CTOs mention when they think about adopting artificial intelligence is how trustworthy is it? And to your point around trust, when we say trust, it means security, it means privacy, it means compliance, it means resilience. And I feel that cybersecurity professionals are well equipped with their legacy knowledge and their traditional knowledge to help businesses deliver on that promise of trust. Because when you look at the things that we have to do for trustworthy AI, they look a lot like the things we've had to do for years for trustworthy cloud or trustworthy software. They are the fundamentals of assessing the workflows, making sure there are guardrails, making sure that you can have good incident response, red teaming. These are all factors that go into creating trustworthy AI. So I'm excited for the future of cybersecurity professionals because I feel that for us to have trustworthy AI, we're going to be very reliant on cybersecurity professionals to help us drive that mission. But again, to repeat myself a little bit, we can't do it alone. We have to train up the other personas and the other stakeholders involved in those workflows to develop AI to make sure that they understand their responsibility to create trustworthy artificial intelligence. Merci. Peut-être même question pour toi, Thomas. Comment, en fait, est-ce que vous recrutez des nouvelles personnes avec cette double compétence, ou est-ce que vous avez plutôt une stratégie de former les gens en interne et du coup, comment vous le faites? Alors, je pense qu'il faut peut-être aussi pas prendre garde à sursimplifier les débats. Je pense que tout le monde conduit une voiture et très peu de gens savent comment fonctionne une voiture. Quand Google est arrivé, il faut savoir utiliser Google et des moteurs de recherche. Ça ne veut pas dire que tout le monde est des experts dans fabriquer des moteurs de recherche. Donc, il faut pas non plus se tromper de combat. Les mathématiques et les faire de l'AI, c'est compliqué. C'est un vrai domaine à part entier. Il y a des chercheurs, il y a des éminents représentants de grandes écoles avec des mathématiciens. C'est des choses qui datent pas d'hier. Hein. Et je pense que paradoxalement, il y a finalement pas mal d'expertise dans la création de l'AI et dans la technique. Et finalement, moi, je vais vous dire quand même quelque chose d'assez simple. Ma fille de 17 ans, elle sait très 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 bien utiliser l'AI, hein, parce qu'elle trouve ça très pratique et que les adoptions de ces outils, finalement, l'utiliser au quotidien, c'est quand même des choses pas si compliquées que ça. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est que de toute façon, on sait qu'on manque d'expertise en cybersécurité, mais là aussi, la cybersécurité, c'est un domaine très vaste. On parle beaucoup des hackers, des experts techniques. Il y a quand même une grande partie de l'expertise sécurité qui consiste à faire de la gestion des risques et à comprendre. Les gens dans la cybersécurité, on est souvent au cœur des réflexions dans les entreprises parce que on est obligé, on n'est pas des experts du cloud, on n'est pas des experts de l'application security, du code, on n'est pas des experts, on doit comprendre nos métiers, on doit comprendre un peu tout, mais on n'est pas forcément non plus des experts de tout. Donc, moi, je sais pas si on va vraiment, bien sûr, il va y avoir des gens très spécifiques, hein, qui vont se concentrer sur comment sécuriser l'AI, mais 95% des gens qui font de la cybersécurité vont devoir comprendre quel est cet outil, comment l'utiliser, quels sont les risques associés et qu'est-ce qu'on fait.
Et du coup, pour répondre très clairement à cette question, non, moi aujourd'hui, à l'échelle de Miracle, on va pas recruter un spécialiste de la cybersécurité de l'AI. En revanche, tous les gens qui font de la sécurité doivent comprendre ce que ça implique pour eux. Et peut-être, du coup, une des questions qu'on se pose aussi, c'est comment on facilite la collaboration entre ces différents métiers, comment on arrive à cette fameuse hybridation. Peut-être une question pour toi, Vincent. Est-ce que finalement, entre ces deux métiers, tu vois des similarités ou des choses qui font que tout naturellement, finalement, la collaboration se mettrait en place? Enfin, pour reprendre ce que disait Francis et ce que disait Thomas, je pense que évidemment la complexité des technologies sous-jacentes, des disciplines mathématiques, etc. sous-jacentes est telle que on va pas envoyer chaque membre d'une équipe sécurité faire un PhD en IA. Donc il y a un équilibre à trouver entre avoir des gens suffisamment aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, sur l'IA pour que ça soit utile, que ça soit efficace, que ça soit actionnable, pour qu'ils soient capables d'aller discuter justement avec les data scientists, avec une discussion d'un bon niveau, efficace. Et puis, comme le disait Francis, il y a aussi une nécessité d'aller dialoguer avec les data scientists, avec les métiers, pour leur insuffler, si nécessaire, ce mindset, cet état d'esprit qu'ont les gens qui travaillent dans la cyber, de toujours voir le mal partout et de se dire que une règle immémoriale, c'est que si quelque chose a de la valeur, et on espère que l'IA apportera de la valeur aux entreprises et à la société, si quelque chose a de la valeur, il y a des gens qui pourraient essayer d'exploiter ça, de détourner ça, de voler ça, etc. Donc nous, on a des expertises cyber dans mon équipe, on a dans d'autres équipes des expertises data science, et on travaille avec eux pour essayer d'avoir une hybridation, des équipes hybrides avec des gens qui permettent d'apporter le plus de valeur pour les clients, pour arriver à des IA qui portent des use cases, qui ramènent, qui permettent d'améliorer la productivité, développer des nouveaux canaux de vente, etc., et qui en même temps permettent de maîtriser les risques. Voilà. Et je pense que ce qui peut-être je pense que les gens qui travaillent dans la cybersécurité depuis 25 ans, ils ont vu arriver beaucoup de choses, Internet, le cloud, etc., etc. Ils ont vu que la cyber n'a pas toujours été prise en compte dès le début, et donc ils sont assez désireux de dire, si on pouvait avec l'IA éviter dans 25 ans s'apercevoir que il y a des problèmes, ça serait pas mal. Donc je pense que, et d'ailleurs je pense que tout le monde, si aujourd'hui on a des réglementations qui arrivent, si on a des mouvements Trusted AI, Trustworthy AI, il y a de confiance, etc., c'est qu'on sent qu'on aimerait bien faire les choses bien, au bon niveau de maîtrise des risques, sans tuer l'innovation, mais dès le début, pas attendre 25 ans pour s'apercevoir que ça va pas. Je crois que Lénig a envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, je t'en prie. Oui, dans les partenariats que j'ai trouvé intéressant ce qu'a fait la Maison Blanche avec DEFCON. Donc, ça a surpris notamment plus d'un, mais ils ont demandé aux principaux développeurs d'IA, dont OpenAI, Google, Anthropic, Hugging Face, Microsoft, Nvidia, Stability AI, etc., de participer à une évaluation publique. Et si on veut pas refaire les erreurs effectivement du cyber by design, où on a eu quand même des sacrés soucis depuis quelques années avec cette méthode de gestion de projet qui prenait la cyber à la fin des projets. Je trouve assez intéressant ce positionnement de la Maison Blanche, de tout de suite intégrer ces développeurs d'IA et de les confronter donc à DEFCON au floor directement avec ce niveau de hacking qu'on connaît au niveau des CTF à DEFCON, et ils ont créé un village AI assez intéressant.
Maybe a question specifically for you, Francis. So we know that generative AI is developing a lot of specialized solutions per domain. So there will be solutions dedicated to cyber. So my question is, with Gen AI, do you think that it would be more easy to develop cyber skills, and that maybe the job of cyber experts, which was technically very complicated and really an expert job, do you think it will be given to anybody to become a cyber expert thanks to Gen AI? Absolument. That's the only French word I know, so I figured I'll use it. But seriously, we have, obviously, cybersecurity, as you said, is complex, and we have a number of things that we can automate and improve with artificial intelligence. But one of the things that we have to be mindful of with that process is this concept of garbage in, garbage out, meaning you can't just sprinkle AI on your current processes and hope it'll get better and less complex. You have to actually take the time to understand your current workflow of exactly what your processes are before you decide which processes you want to empower or automate with artificial intelligence. And I feel like that's sometimes a missing step, is that we're very quick to apply automation or artificial intelligence to broken processes, and that only magnifies or exacerbates the problem that we had initially. So when we think of using artificial intelligence to make cybersecurity processes less complex, we have to first, as I said, understand those workflows, but also start now to implement those guardrails. I think, as Vincent mentioned, we made several mistakes when we had cloud and we had all these advancements in technology over the years where cybersecurity was not top of mind for those implementations. And now that we know those mistakes, let's reverse that. Let's now build in guardrails from the get-go, from day one, to make sure that our developers and our infrastructure engineers that use artificial intelligence have a very clear line of standards and expectations that they will be expected to follow, and that our artificial intelligence tools can detect when we don't follow those, and that will help us create a more sustainable future in the implementation of artificial intelligence. Merci. Je vous propose une dernière question avant de passer aux questions de la salle. On l'a un tout petit peu adressé déjà, mais à l'inverse, est-ce que justement les compétences cyber peuvent permettre de rendre l'IA beaucoup plus de confiance, en fait, trustable, comme on pourrait dire. Notamment, est-ce que tout ce qui va être culture du ethical hacking peut être utile et voilà. Du coup, qu'est-ce que la cyber peut apporter sur ce gros sujet de la confiance qu'on a besoin d'avoir dans les solutions d'IA qu'on utilise? Réponse courte, c'est oui, évidemment. On espère. Je pense que Microsoft a, depuis déjà plusieurs années, mis en place des équipes de cybersécurité qui s'occupent de tester leur AI. Je pense que, évidemment, tous les gens qui aujourd'hui développent soit des moteurs, soit des modèles, soit encore plus tous les gens qui font des architectures complexes, qui vont à la fois collecter de la donnée d'un côté et essayer de donner des réponses avec par exemple des modèles d'IA génératifs. Tous ces gens-là, ils doivent avoir impérativement des gens qui s'occupent de comprendre quels sont les risques associés à ce qu'ils font. Le risque est associé quand on développe un LLM, on parlait de poisoning il n'est pas le même selon qu'on est dans une phase d'entraînement et selon qu'on va être en train de faire un usage de machine learning dans une solution de sécurité par exemple, où là ce qu'on va vouloir par exemple c'est qu'elle n'ait pas de faux positifs, etc. Quel que soit de toute façon le métier qu'on fait, et en particulier quand ce sont des métiers technologiques, il faut impliquer des gens qui comprennent les risques et qui vont être capables de les tester, de mettre des guardrails, des règles d'accès,
Voilà, je disais, cet exemple, il est très simple, hein, mais aujourd'hui, si on entraîne un modèle sur de la donnée, et même si on dit explicitement au modèle ne donne jamais cette donnée, alors ça, on sait que c'est la très mauvaise réponse, hein, la sécurité qui vient après. Il y aura un moyen de le détourner. Alors le rôle des experts sécurité, souvent on aime bien les red teams, on aime bien le côté test. Ça va être de mettre en évidence que les choses ont été mal faites, mais ce serait encore mieux s'ils étaient aussi capables en avant de se dire, bah si on veut pas que des données sortent d'un modèle, il faut pas qu'elles y soient tout simplement. Il faut s'assurer qu'elles sont anonymisées dans les modèles par exemple, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire de l'AI responsable, il faut absolument intégrer des gens qui font de la cybersécurité dans divers domaines de la sécurité au sein de ces équipes. Oui. Oui, alors les IA en fait, c'est des ordinateurs, c'est des mémoires, c'est des, alors c'est plus des disques durs maintenant, mais c'est des SSD. Mais donc il y a toute une infrastructure qui est c'est de l'informatique classique et donc c'est de la cyber classique. Et l'empoisonnement de données, le meilleur moyen, c'est quand même d'éviter que n'importe qui puisse aller modifier les données dans le traitement. Ensuite, on l'a déjà dit, il y a aujourd'hui, on commence à voir des red teams d'IA, on a des CTF d'IA, des bug bounty d'IA, on a des je voyais un produit Cloudflare, je crois, qui a sorti un truc qui s'appelle le AI Firewall. Donc voilà, donc il y a beaucoup de similarités et en même temps, il faut se dire qu'il y a quand même des petites différences par rapport à la cyber, encore une fois classique. Par exemple, il y a quelques semaines, l'équipe de Red Team d'IA de Microsoft a sorti un article de blog où il disait, il présentait ce qu'il faisait et c'était assez intéressant parce qu'il disait, par exemple, par rapport à du Red Team classique, l'aspect probabiliste des IA est à prendre en compte parce que parfois on met la même requête puis on n'a pas tout à fait la même réponse. Donc il faut peut-être faire 10 fois la requête et puis prendre la majorité des réponses pour étant la réponse la plus probable. Et d'ailleurs c'est amusant parce que c'est OpenAI, je crois, qui recrutait pour son équipe de Red Team et alors il demandait des gens cyber, risque, IT, puis il demandait aussi des psychologues, des anthropologues, des linguistes. Donc ça, je trouve ça assez amusant. J'ai postulé, mais ils m'ont jamais répondu. Il faut faire un diplôme de pâtisserie, peut-être que. Ouais, Lénigue. Le défi de notre corporation, la corporation cyber, effectivement, le challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir sécuriser et d'atténuer les risques de l'IA et des technologies émergentes pour pouvoir exploiter au maximum les opportunités offertes. Et tout se passe là. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en a conscience. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de discussions pendant ces 3 jours ici à Lille. Ce qui manque probablement, c'est la partie maintenant plus tactique et opérationnelle avec des guidelines qui soient clairs, avec des positionnements clairs aussi au niveau du secteur public qui puissent pousser pour aller dans ce sens. Et puis qui puisse permettre aux entrepreneurs, aux développeurs, etc., mais aussi aux entrepreneurs de bien positionner leur prochain développement pour éviter peut-être de voir ce qu'on voit aujourd'hui dans les données et avec des business models super agressifs qui font que toutes nos données sont plus forcément à nous actuellement. Donc il y a tout ce travail qui est à faire, c'est un challenge, c'est en cours. Le travail sur les guidelines, nous en tout cas on le fait avec les académiques, le secteur public et on encadre donc le secteur privé. Pas forcément avec uniquement des lois, mais aussi toute cette ligne d'éthique. Donc je pense que dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est vraiment cette partie-là sur laquelle il faudra qu'on fasse beaucoup de peer-to-peer. Francis, if you want to give the last word, it's yours. I'm very excited that the EU is leading the way on legislation for AI. I think between the AI Act and the Cyber Resilience Act, we now have a model for the rest of the world to copy, to have clear standards and legislation on what is expected of companies to develop trustworthy AI. In addition, I think the problem of supply chain is still going to be something that we have to address in this space, because unless you're
I live in Seattle, so I have Amazon and Microsoft in my backyard, but none of us have the resources of those companies, and we can develop our own data centers and silicon to develop AI. So we're going to have a supply chain of other organizations that we are including in our AI development. So it's really up to us as customers to ask those producers for transparency around their AI development, because once we know what they are doing, what's the recipe of their AI development, we also can be transparent with what we're using their AI for. So that supply chain transparency is going to be as important to this process as our internal processes as well. Thank you, un grand merci. Je pense qu'on a encore un peu moins de 10 minutes pour prendre des questions dans la salle. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, c'est de lever la main bien haut pour qu'on voit. En plus, je suis un peu myope, donc voilà, et puis de poser des questions assez rapides pour avoir le temps pour 2-3 questions. Si on n'a pas, One at a time, please. Yeah. Pas de regret. Eh ben, en tout cas, on vous remercie beaucoup du coup d'avoir participé à cette table ronde. Merci à tous.